bonjour. On a souhaité prolonger cette visite en recevant un invité exceptionnel. Voilà, je vais laisser Christian Delage présenter Antoine Garapon. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir aux Archives nationales. Et donc cette conférence, qui est une conférence débat, donc voilà, vous allez pouvoir poser aussi les questions qui vous viendront à l'esprit en écoutant Monsieur Garapon. S'inscrit dans une série de conférences qu'on a initiées avec Christian Delage depuis le début de l'année, où à côté de l'exposition Filmer les procès, un enjeu social, on a voulu donc interroger voilà, ce qu'était filmer la justice, ce que ça représentait, quels étaient effectivement, alors nous on a intitulé cette exposition Un enjeu social, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux. Donc, quels étaient ces enjeux? Et pour parler avec nous de ces différentes problématiques, on a discuté donc aussi bien avec des magistrats comme Xavier Simeoni, qui est la juge donc, qui a présidé l'appel de Ngenzi Baraira, donc procès du génocide Tutsi, Bruno Sturlez, qui était procureur général, qui a conduit l'accusation du procès de Pascal Silikangwa, qui est donc le premier procès du génocide Tutsi fait donc en territoire français. On a également invité François Sironi, qui est psychologue, qui a fait l'expertise psychologique de Pascal Silikangwa. On a fait une table ronde avec des journalistes judiciaires, une autre table ronde avec un certain nombre d'anciennes parties civiles ou acteurs de la justice chilienne sur le procès chilien. Voilà, et il y aura encore d'autres séances d'ici la fin de l'année. Et à l'occasion donc des Journées du patrimoine, on a souhaité faire un temps d'arrêt un petit peu spécifique en compagnie d'Antoine Garapon. Donc Antoine Garapon est magistrat, ancien élève de l'École nationale de la magistrature. Il a été juge des enfants pendant 10 ans, de 1980 à 1990. Puis en 2004, il devient le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, un institut qui avait été créé en 1990 sous la forme d'une association dont le but était de développer par une réflexion scientifique les évolutions du droit et de la justice dans les démocraties contemporaines, en valorisant la recherche et en inscrivant cette recherche dans une dimension européenne et internationale, pour mettre en perspective donc la culture juridique de notre pays. En 1982, il avait soutenu une thèse sur le rituel judiciaire qui a inspiré la publication en 2001 de Bien juger, essai sur le rituel judiciaire. Il explique que la quête du bien jugé oblige à s'immerger dans l'expérience de l'acte de juger. Il n'existe pas de jugement pur, car en faisant quotidiennement l'expérience du mal, de la cruauté des hommes, de la résistance des faits, du caractère périssable de la cité politique, la justice est aux prises avec la matière humaine brute. Ce livre est l'un des nombreux ouvrages publiés par Antoine Garapon, essayiste engagé dans la cité, qui s'est fortement impliqué pendant la guerre en ex-Yougoslavie, en créant avec Mousa Yupoli au début des années 90 le comité Kosovo, en étroite collaboration avec la revue Esprit, dont il est depuis longtemps un membre du comité de rédaction, avec Joël Hubrecht et Véronique Naum-Grapp. Je les cite puisqu'eux aussi ont été impliqués sur cette histoire de l'ex-Yougoslavie et du Kosovo. Avec Olivier Mangin, qui était à l'époque le directeur de la rédaction d'Esprit, il a publié en 1999 un livre intitulé Kosovo, un drame annoncé. Antoine est l'un de ces médiateurs précieux qui aident à la compréhension de l'état du monde à travers celui du droit et de la justice. Il dirige la collection Bien commun aux éditions Michalon. Depuis 2005, il a animé sur France Culture une émission qui s'appelait Le Bien commun, devenue en 2004 Esprit de justice, 2014, pardon. Il est également l'un des animateurs de Matière à penser, le jeudi, si ce n'a pas changé, sur France Culture. Antoine vient de publier Le numérique contre le politique aux presses universitaires de France avec le philosophe Jean Lassègue. C'est le deuxième volume donc sur cette question.
qui signale que son intérêt, tout en étant toujours focalisé sur le droit et la justice, dans cette ouverture donc à ce qu'il appelle le bien commun, s'intéresse à toutes sortes de champs qui sont des champs souvent d'intérêt sociétal important. Enfin, il vient de m'annoncer, j'en suis très heureux pour lui, qu'il est devenu professeur à Sciences Po Paris, dans le département de droit. Merci pour cette invitation. Alors, vous m'avez confié un titre que je trouve particulièrement intéressant d'ailleurs, La justice filmée dans l'histoire de la scénographie judiciaire. Alors, c'est intéressant parce que vous dites la justice filmée et pas le procès filmé. Parce que le procès, c'est un événement qu'on peut filmer comme grand nombre d'événements, mais la justice, c'est autre chose. La justice, c'est une forme symbolique. Et si je voudrais partir de quelque chose qui, d'une définition de la justice, c'est toujours un peu hasardeux, je dirais que la justice naît d'une confrontation à l'irréparable, à la violence, au chaos, et d'un refus en même temps de cette violence. Et c'est cette tension entre la confrontation et le refus qui constitue le cœur même de la justice. Et on va voir, ça concerne tout à fait nos procès. Et le problème de la justice, c'est comment on va exprimer ce refus, comment est-ce qu'on va essayer de se sortir ce qu'on pourrait appeler une causalité historique, c'est-à-dire d'un enchaînement des faits qui fait que les faits se sont produits ainsi. Et donc la justice, en disant non, en refusant, eh bien, doit trouver un appui, et c'est à mon avis une manière d'entrer dans la justice. Alors, le procès filmé dans la scénographie judiciaire, et c'est le sujet du film et de l'image, qui était en réalité extrêmement compliqué. Il est plein de pièges. Le piège serait de prendre cette question trop de manière immédiate, trop de manière instrumentale, comment filmer, ce qui est très important, mais ce qui empêche peut-être de voir tous les enjeux autour du filmage des procès. Et puis je crois que la deuxième difficulté, en tout cas celle à laquelle je me suis confronté moi, c'est de rester sur les images, alors qu'en réalité, il faut essayer de comprendre le regard. C'est le regard des images qui compte, c'est le regard qui fait l'image, dit Régis Debray dans un livre très, très important sur Vie et mort de l'image. C'est le regard qui fait l'image, et donc il faut partir de cette idée de regard. Et le regard, pour un juriste, pour un juge, pour un praticien, c'est à la fois quelque chose de familier mais d'insaisissable, parce que le droit en parle pas, en parle très peu. Et donc je vais me risquer à essayer de comprendre l'enjeu du filmage des procès en faisant une histoire très longue du regard sur la justice. Alors, je voudrais aborder trois points, mais j'aurais probablement pas le temps de traiter le troisième, et c'est pas très grave. C'est partir d'abord sur en quoi la justice est une affaire de regard, et toujours une affaire de regard. En quoi, deuxième point, le fait de filmer, c'est-à-dire de retransmettre le procès, eh ben, ça capte une partie de regard, mais il y a quelque chose, ça complique le regard. Et puis troisième point, la question du numérique, parce que elle est encore totalement nouvelle devant nous, mais elle doit être traitée. Elle permet de comprendre la particularité du filmage des procès. Alors, premier point donc, pour le procès comme un agencement de regard. Pour le dire de manière un peu cuistre,
le rituel judiciaire comme un dispositif scopique, c'est-à-dire comme une manière d'aménager des regards, plusieurs regards. Et le premier regard, c'est un regard qu'on présuppose, c'est un regard qu'on imagine, c'est un regard dans lequel on projette une toute-puissance. C'est l'œil de la justice. Il y a un livre remarquable de Michael Stonheis là-dessus, l'œil de la justice. C'est-à-dire cette représentation. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le regard de Dieu sur les hommes. C'est lui qui fait justice. Et ce regard va s'exprimer d'ailleurs par l'œil. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est-à-dire que la représentation de la justice se fait à travers la métaphore d'un regard. Dieu existe-t-il? A-t-il un regard? A-t-il des yeux? Mais il y a la métaphore du regard. C'est si vrai qu'il y a cette énigme, mais que vous connaissez tous, de la justice aux yeux bandés. La justice aux yeux bandés. Et la justice aux yeux bandés comme étant d'ailleurs, semble-t-il, c'est l'objet de controverses historiennes sur savoir est-ce que c'est pas un héritage de la fête des fous et des inversions médiévales, des fêtes d'inversion où justement on représentait la justice les yeux bandés pour montrer que c'est pas la justice, c'est une justice aveugle. Mais on est toujours dans le regard. Et il y a enfin, et c'est pas le moindre, et c'est une question que je trouve extrêmement intéressante et d'ailleurs curieusement assez peu abordée, insuffisamment abordée à mon avis, c'est l'image du jugement dernier. C'est-à-dire que pour l'homme médiéval, il réglait les questions de la justice par des ordalies. Les ordalies, c'est une manière d'impliquer Dieu, les puissances surnaturelles, dans une affaire judiciaire pour la faire trancher par les éléments, l'eau, la terre, le feu, qui sont supposés être la voix de Dieu. Et donc, ça a une importance très grande parce que c'est finalement, c'est une manière d'impliquer ce regard. Alors, je passe parce qu'il y aurait toute une histoire, mais disons que pendant tout le Moyen-Âge, on rendait la justice, notamment dans les villages, la justice seigneuriale, la justice quotidienne, elle se rendait devant les portails des églises. Pourquoi? Parce qu'on avait une représentation du jugement dernier, parce que la justice, l'acte de justice allait se dérouler sous le regard de ce qu'attendaient tous les hommes, puissants ou misérables, à la fin des temps. Et donc, on a cette idée que le regard, c'est un contrôle, qui est très bien rendu par le verbe anglais de to watch, regarder, qui veut dire à la fois regarder et contrôler. Human Rights Watch, ça veut dire on va aller, c'est le journalisme, quoi, mais là c'est un journalisme plutôt bon. Alors ça veut dire que cette idée d'un regard qui contrôle, d'un regard qui garantit en même temps, on va la retrouver bien sûr, mais elle fait ressortir, aujourd'hui elle est totalement renouvelée par l'idée de surveillance, parce qu'on est perdu vis-à-vis de la surveillance. Quand on dit le numérique, c'est l'âge de la surveillance, le capitalisme de surveillance, etc. Ça reste une métaphore du regard, parce que précisément le numérique ne le regarde plus. Il procède d'une toute autre manière pour contrôler les hommes. Donc, le regard est absolument central dans l'idée même de justice et dans l'idée même de politique. C'est donc, si on regarde l'histoire du procès, et je vais maintenant l'aborder, et je vous demande d'être attentifs parce qu'on va retrouver tous les problèmes posés par le procès, on les retrouvera en négatif par l'image. Qu'est-ce que c'est que le procès? Le procès résulte d'une combinaison de regards. Et d'abord, ça paraît une naïveté, et c'est d'ailleurs la situation que nous vivons en ce moment dans cette salle. Je vous parle
et vous me regardez, ou vous regardez du côté de la scène. Qu'est-ce que c'est qu'un procès? C'est une convergence des regards multiples, des assistants, des badauds, des témoins, de tout le monde, qui se sont donné rendez-vous dans un lieu pour regarder ensemble, on pourrait dire. C'est cette idée, une idée sur laquelle a beaucoup insisté Hannah Arendt dans le procès Eichmann à Jérusalem, et puis après elle y revient en disant finalement, qu'est-ce que c'est que ces grands procès, crimes contre l'humanité? C'est des procès où nous regardons ensemble ce que des hommes ont fait à d'autres hommes. Nous regardons ensemble. Et on pourrait dire que, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui va disparaître avec le film, c'est que le regard, le fait d'assister à un procès, c'est la consécration d'une démarche corporelle. J'ai quitté chez moi, j'ai galéré éventuellement dans les transports en commun, je rentre dans un milieu un peu hostile, je rencontre des gens que je n'ai pas nécessairement envie de rencontrer d'ailleurs, qui sont peut-être les gens de la partie adverse, la famille du garçon qui a tué mon fils. Bon, et on va être assis ensemble pendant 2, 3, 4 jours pour assister à un procès. Et c'est cette idée très importante, et j'insiste là-dessus parce qu'elle est essentielle aujourd'hui, de gens qui sont venus pour regarder ensemble. Les Anglais parlent de convening power, le pouvoir de faire venir. Mais la justice, c'est un pouvoir de faire venir, et on va... qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on est dans une salle d'audience? Eh bien, on a un regard qui, comme tous les regards, qui va embrasser embrasser d'ailleurs une scène très large, et c'est un lieu, la salle d'audience, c'est pas si fréquent que ça d'ailleurs, c'est un lieu qui est fait pour que tout le monde voit tout le monde. Tout le monde voit tout le monde en même temps. Tout le monde regarde tout le monde, ou du moins chacun regarde qui il veut. Et parfois c'est intéressant d'ailleurs pour les professionnels parmi vous qui ont assisté à des procès le comprendront immédiatement. Il y a parfois, on entend la déposition d'un témoin, on aime bien regarder la personne mise en cause, comment il réagit. Bon. On regarde qui on veut, c'est un regard englobant. Alors, ce regard englobant, je vais faire un petit pas de côté historique. Quand les ordalies dont je parlais tout à l'heure ont été interdites, en 1250, au début du Moyen-Âge, on était un peu pris de court. Comment est-ce qu'on va juger? Comment est-ce que les hommes vont usurper une fonction qui était réservée à Dieu? Eh bien, on va les mettre en garde. On va mettre en garde les juges pour leur dire, eh bien, comme vous jugez, vous serez jugés. Fameuse phrase de Matthieu. Et donc, on retrouve le jugement dernier. C'est-à-dire, vous allez juger vos congénères, vous allez les priver de leur liberté, de leurs biens, voire de la vie. Vous allez flétrir leur réputation. Mais souvenez-vous que vous subirez le même sort au jugement dernier, et un petit peu plus même d'ailleurs, parce que vous êtes juge. Et comment est-ce qu'on signifiait ça pour les juges? On leur mettait devant les yeux une relique, la relique d'un saint. Et quand ils regardaient l'auditoire, ils regardaient en même temps, parce que le regard le permet, ils regardaient en même temps la relique et les personnes qu'ils devaient juger. Alors, ça a duré pendant des siècles, et puis après, la relique s'est transformée en représentation du Christ, et la représentation du Christ est arrivée derrière la tête du juge. Et quel effet ça produisait? Ça produisait l'effet que toutes les personnes qui assistaient à ce procès, quand ils regardaient le président, quand ils regardaient les juges, qu'on fait souvent, parce que c'est des personnages centraux, en même temps, dans le même regard, sans forcer le regard, sans faire exprès même, ils voyaient la représentation de Dieu. Alors,
c'est extrêmement important parce qu'on pourrait dire, vous voyez, si on reprend mon propos initial, un procès, c'est un refus qui cherche à s'extraire d'une causalité historique, d'une causalité sociale, d'une causalité politique, pour exprimer un refus. Prenons l'exemple de Nuremberg, que mon voisin de gauche connaît particulièrement bien. Les Américains, les Alliés ont gagné. Pourquoi ont-ils besoin de faire un procès en plus? Ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire. Eh bien, il fallait une scène pour exprimer ce refus, pour décrire le chaos, une partie du chaos et de la misère semée dans le monde par la Deuxième Guerre mondiale, par les fauteurs de guerre, et exprimer en même temps un refus. Et donc, cette sorte de redoublement qui se fait sous le regard d'une référence, de la référence. On pourrait dire de la référence de la justice. Le regard de justice, c'est ça. Et si vous regardez une séance de conseil municipal ou un mariage ou je ne sais quelle cérémonie sociale, au sens de Pulitzer, un drame social, ou du Vigneault après lui, eh bien, vous avez remarqué que vous voyez se dérouler une scène joyeuse ou triste, et le regard est renvoyé à quelque chose d'invisible, qui est la République, qui est Dieu, qui est la référence. Donc, c'est un regard englobant et qui va considérer ensemble des choses hétérogènes. Alors, ça, c'est extrêmement... On va retrouver ça pour le film, mais c'est un élément central. Ensuite, c'est convergence des regards, un regard englobant, un carrefour de regards. Il y a eu une discussion très intéressante aux États-Unis, très intéressante, et d'ailleurs, qui est de savoir, est-ce que le juge doit regarder dans les yeux la personne qu'il condamne à mort? Et la jurisprudence dit oui. Vous prenez à l'endroit d'un citoyen une décision capitale, lui supprimer la vie, ben regardez-le en face. Et c'est intéressant, il y aurait vraiment quelque chose à écrire là-dessus. Vous savez, par exemple, vous entendez ça dans toutes les séries américaines, c'est un moment du procès américain, quand le jury rentre dans la salle d'audience, après avoir délibéré, le président dit une phrase rituelle, toujours la même, il s'adresse à l'accusé, il lui dit « Please stand up and face the jury ». Levez-vous et regardez le jury. Regardez le jury pour attendre le verdict. Donc vous voyez que la justice, l'acte de juger, est aussi un croisement de regards, est aussi un échange de regards humains, profondément humains. Je me souviens, au tribunal d'Arusha, pour juger les crimes contre l'humanité, les crimes, oui, le génocide rwandais, il y a un juge américain qui... Alors disant, mais ce type-là, je ne le crois pas parce qu'il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il s'agissait d'un Rwandais. Et mon ami qui était procureur dans ce procès-là me dit, mais c'est une méconnaissance profonde de la culture rwandaise parce que au Rwanda, on ne regarde jamais le juge dans les yeux, on ne regarde jamais son père dans les yeux. C'est extraordinairement grossier. Donc, et quand on dit quelque chose de terrible, on baisse encore plus le regard. Donc vous voyez, une dimension culturelle, j'avais le même problème, d'ailleurs c'est le même problème avec les jeunes Antillais, je me souviens d'une formation en Angleterre en disant l'expression de la honte dans la culture des West Indies, c'est que on prend l'air gêné et on ne regarde surtout pas le juge. Bon. Donc c'est un lieu où les regards se croisent ou ne se croisent pas, mais toujours avec une signification très grande. Alors, la mutation démocratique, toute l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire d'une transmutation très lente de ce regard extérieur, de regard de la référence, qui n'est plus le regard de Dieu, qui n'est plus le regard des esprits, du surnaturel, mais qui est le regard des citoyens. Et les citoyens qui deviennent le regard public qui garantit le bon exercice des institutions.
C'est le principe de publicité, c'est le principe de publicité des audiences, bien sûr, mais pas uniquement, des délibérations, de l'Assemblée, etc. C'est-à-dire que le regard des citoyens est devenu, pour prendre une expression consacrée, le plus grand désinfectant des institutions démocratiques. Et on pourrait dire que la transparence, tellement vantée aujourd'hui, c'est de regarder le regard. Comment les citoyens peuvent regarder ceux qui les regardent avec cette dimension de contrôle. Bon. Alors, on en arrive au filmage et à ses enjeux. Et on voit que la captation d'images par le film va poser beaucoup de problèmes, parce que il va bouleverser dans tous les sens le regard dont je viens de parler très rapidement, qui est le support de la justice. Alors, il bouscule de plusieurs manières. Tout d'abord, le regard d'une caméra, j'attire votre attention là-dessus, c'est un regard qui ne correspond à celui d'aucun acteur du procès. Le lieu où est placée une caméra, l'obturateur, les mécaniques, l'optique utilisée par la caméra fait que c'est un regard qui n'existe pas, on pourrait dire, qui n'existe pas. C'est pas ce que voit le président, ni ce que voit le public, ni ce que voit c'est un regard qui... Alors, c'est très important, j'attire votre attention là-dessus, ça me frappe. Par exemple, souvent, maintenant le Monde le met, maintenant les journaux le mettent, souvent les photos de procès à l'étranger sont des photos, quand on s'y connaît un petit peu, qu'on regarde, qui ne peuvent être pris que par des officiels du régime. Parce qu'ils sont à un endroit où seule une personne autorisée, qui n'est pas un acteur du procès, a pu les prendre. Donc, pour le faire court, on pourrait dire que c'est une image de propagande. Et qui va être... le regardeur d'un filmage de procès va voir une perspective, pas une perspective, il va pouvoir porter un regard sur l'écran d'un regard que personne d'autre que lui n'a, et qu'aucun acteur du procès n'a pu avoir. Et c'est un regard qui à la fois voit beaucoup plus et voit beaucoup moins. Il voit beaucoup plus parce que une caméra, d'abord, elle a la faculté, c'est une image qui est trop lumineuse, qui est trop claire, qui donne une vision artificielle à laquelle manque ce que l'école sociologique canadienne appelle comment dirais-je, l'obscurité, la face obscure de facto, natural obscurity. Il y a une obscurité naturelle, on le voit dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, il y a une part d'ombre qui disparaît la plupart du temps, qui disparaît, alors à la télévision absolument à raison des éclairages, mais qui disparaît dans l'image filmique. C'est une image qui peut s'arrêter. Ce qui n'est pas du tout... on ne peut pas arrêter son regard quand on regarde. On a des images dans la tête, on a des clichés dans la tête, mais ce sont des images très retravaillées par la subjectivité. Je vous recommande de lire la dernière édition de la New York Review of Books sur le procès de Nuremberg, sur la position de l'équipe soviétique. Je ne sais pas si tu as lu cet article et la photo qu'il y a. La photo de la table d'accusation soviétique au procès de Nuremberg, c'est un tableau, c'est du Caravage. C'est-à-dire que tout, le regard, la suspicion, l'uniforme, la manière de se tenir sur les sièges et tout, énormément de choses sont dites uniquement par cette photo qui a été prise par un je ne sais pas qui, c'était des photographes, de l'équipe de tournage, quoi, bon. Mais vous voyez, ça c'est tout à fait... et surtout que pour certains films, vous avez vous-même la capacité par la zapette d'arrêter l'image. Ce qui est une toute-puissance, qui est une puissance en tout cas extraordinaire faite sur l'image. J'arrête et je regarde. Ce qui est présenté dans la vie naturelle comme un flot. Alors,
en plus, l'image filmique, c'est une image qui ne s'altère pas, qui ne vieillit pas, qui est toujours dans son actualité à elle-même. Et on va voir des scènes, que ce soit la retransmission pour les gens qui se trouvent à côté de la salle au tribunal de Paris, qui vont voir une scène, ou pour ceux qui la regarderont dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera la même actualité. On y est. Ce qui n'est pas du tout, comment dirais-je, conforme aux images qu'on regarde soi-même. Parce que les images qu'on regarde soi-même, d'abord, elles sont immédiatement travaillées par notre imagination et par nos intérêts, et puis elles vont se sélectionner. Il va y avoir un processus de classement des images qu'on a dans la tête extraordinaire, qui fait qu'on va en refouler certaines, on va en marquer. Voilà, on dit tous, hein, ça j'ai encore cette image dans la tête, je le vois, ça s'est passé il y a 30 ans, je le vois encore. Et donc, il y a toutes ces difficultés qui sont déjà assez considérables. Ensuite, alors vous avez beaucoup écrit là-dessus, je pense notamment aux travaux de Christian Delage là-dessus, c'est-à-dire prendre une image, c'est reconstruire la réalité. C'est une banalité de le dire. Le monteur, c'est celui qui fait l'histoire. Bon. Et donc, ça peut donner des choses extraordinaires. Hein. La coupable idéale, qui pour moi reste un must absolu, un chef-d'œuvre du documentariste, de documentaire, c'est une manière de filmer un procès aux États-Unis, absolument remarquable. Le filmage est remarquable, et le travail de Jean-Xavier de Lestrade est un travail qui est tout à fait exemplaire et en même temps personnel. Alors, donc il faut, c'est ce que vous rappeliez dans la conférence, il faut un protocole qui soit assez strict sur la manière de filmer. Alors un protocole assez strict, et alors là on commence à voir des différences majeures avec le regardant. Première différence, c'est que on voit un visage tout seul. Alors que quand on est à l'audience, on ne le voit pas tout seul, on le voit avec d'autres. On voit un visage seul, celui qui parle. Et on voit le visage de celui qui parle comme s'il parlait seul. Et dans certains dispositifs filmiques, c'était comme ça au tribunal de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs images, celui qui parle, le président, et puis quelqu'un d'autre. Moi j'ai vu ça au procès Milosevic, c'était bien comment dirais-je, fait très correctement par un homme de télévision d'ailleurs, très bien. Mais le propre d'un écran d'un film ou d'un écran vidéo, c'est que tout le monde est à plat. Tous les visages sont disposés à plat, et encore plus dans le zoom, dans les procès par zoom, il y a un changement permanent des places sur l'écran, parce qu'on met en premier celui qui a posé la question, etc. C'est-à-dire que les places ne sont plus fixes. Elles sont posées à plat, et donc il se passe quelque chose et en plus, les images ne se fixent sur un visage, et sur un visage dans lequel on voit le visage, mais on ne voit plus la référence. Vous vous souvenez ce que je disais du juge et des spectateurs qui voyaient des symboles de justice dans leur champ visuel. Là, les symboles disparaissent la plupart du temps. Donc, on sépare les gens, on les isole alors qu'ils sont dans une expérience sociale qui est d'interlocution et dans laquelle ils ne cessent de se parler, de se répondre, etc. Alors, c'est très important, c'est pas un détail, c'est absolument capital. Parce que ça veut dire que la disparition de la référence et le fait que tous les visages soient à côté de manière parallèle, c'est qu'on a perdu la perspective. Et qu'est-ce que c'est que la perspective? C'est ce pourquoi on est là, c'est la référence. C'est le Christ qui est derrière le siège du président avant la loi de 1905, sont les symboles de justice qui vont
non seulement servir de mise en perspective au sens de Panofsky, hein, l'image, mais qui lui donne sa référence politique, ce pourquoi on est là. Et d'ailleurs, il y a un excellent livre d'Annie Lebrun et de Jordi Armanda, Ceci tuera cela, qui est une réflexion sur l'image numérique, donc ça ne concerne pas complètement, mais Annie Lebrun, dont j'ai plaisir à rappeler d'ailleurs qu'elle était une membre très active du comité Kosovo, on s'est beaucoup vu à ce moment-là, elle dit la chose suivante, et qui me semble être un problème vraiment de fond, ce conglomérat de regards parallèles que rien ne relie entre eux, enferme de plus en plus chacun en lui-même à l'intérieur du monde, ce qui pourrait bien être une illustration de l'impossibilité sociale grandissante de trouver un point de vue commun à partir duquel il pourrait être encore question de vérité. Et là, il y a un défi pour le filmage du procès. C'est-à-dire que, simplement par l'image, simplement par la captation de l'image et puis sa projection, on a dit quelque chose où il y a une dimension de l'invisible de la justice qui a sauté, qui a disparu. On pourrait faire beaucoup de digressions là-dessus, mais vous voyez, il y a un avocat très célèbre, le regretté Jean-Denis Bredin, d'ailleurs, qui vient de nous quitter. Jean-Denis Bredin disait « Plaider, c'est écouter ceux qui écoutent ». Quand on plaide, il est absolument essentiel de regarder tout le monde et de voir qui écoute et comment ils nous écoutent et comment ils nous comprennent. Et ça, le film est absolument incapable de restituer cela. Et donc, cette ambiance, pourquoi? Parce que c'est la fameuse opposition entre le regard déshabillé et le regard appareillé de Régis Debray. Il y a un regard qui est libre, qui se porte où il veut, et puis il y a un regard qui est guidé par la caméra, par le montage, et qui ne voit que ce qu'on lui donne à voir, et qui, dans la manière dont on lui donne à voir, est une manière de guider son jugement sur ce que dit la personne. Alors, on dit c'est le regard qui fait l'image, et donc le regard en soi, c'est insuffisant. Il est très important de faire, alors ce qui est très difficile à faire, mais de s'intéresser aux conditions de réception d'une image. Parce que l'image a un effet hypnotique. Que nous connaissons tous, c'est-à-dire et un effet de vérité, on pourrait même dire, c'est-à-dire que l'image attire, et l'image, pas comme dans la mesure où c'est le principal organe de perception et de la vérité, du fait du rapport au monde, eh bien, on estime que on l'a vu, donc c'est vrai. Ce qui pose, c'est le gros problème des fake news, c'est le gros problème de ce qui arrive depuis maintenant déjà un an, des deepfakes, on peut trafiquer une image comme une voix d'ailleurs, de manière absolument indécelable. Bon. Et donc je l'ai vu, sauf que c'est pas vrai, c'est pas une image. Bon. Alors, c'est pour ça que la loi actuelle française me semble très intéressante, parce que la loi pour le filmage des procès, dans son état actuel, elle essaie, je crois, me semble, c'est son esprit, de tirer le meilleur de ce que peut offrir la caméra, le filmage des procès, mais avec des conditions qui font que l'esprit de justice, la justice peut être transmise à travers, quitte à être critiquée d'ailleurs, à travers ces images. Le délai de 30 ans, le fait que seuls des spécialistes peuvent déroger, des spécialistes en sciences humaines, pour des fonctions mémorielles, on garde, ça me semble très important, parce que ça garde ce statut d'ancillarité symbolique, on pourrait dire, de l'image filmique par rapport au regard de justice, regard au pluriel de justice. Et qu'est-ce que nous dit la justice? C'est une sorte de principe général, même s'il n'est pas inscrit, c'est que aucune image ne s'impose d'elle-même, l'image fait parler. L'image fait parler, c'est une de ses vertus, et Dieu sait si les images du procès de Nuremberg ont fait parler, et ont fait dire des choses différentes d'ailleurs sur ce qui s'était passé. Et donc, vous voyez que le fait de filmer
un événement comme l'événement de justice, eh bien, fragilise, mais il y a des solutions. Alors, et troisième et dernier point, je ne suis pas trop long, non, je vais... voilà, je vais peut-être m'arrêter là, non, pour... mais oui, même pas. Je conclurai en disant que l'image numérique bouleverse complètement cela, parce que l'image numérique, c'est une image dans laquelle on peut rentrer. Et donc, on n'est même plus spectateur par rapport à l'image comme pour le film. On est partie intégrante de l'image. Et donc, c'est l'opposition de Serge Danet entre l'image et le visuel. Et donc, on a perdu ce qui est essentiel, et ce qui est essentiel à la justice, cette dimension de l'écart qui était contenu par la loi. Et après, il y a des problèmes très importants de multi-usage, c'est-à-dire que l'image numérique, dans le fond, c'est un fichier. C'est une image accessoirement, mais c'est un fichier numérique qu'on peut traiter comme un fichier numérique. Et donc, il y a des recombinaisons de cette image, comme le deepfake, mais il y en a plein d'autres, qui fait que ça pose énormément de problèmes dans la justice. Et puis, dernier point, il y a c'est le problème du numérique, mais il y a la question finalement quel est l'organisateur premier d'échange entre les hommes. C'est la grande bataille qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que l'organisateur premier d'un événement filmé, ce sont les participants physiques, matériels à cet événement, ou est-ce que c'est la capacité du numérique à restituer leurs échanges. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors c'est toujours un petit peu compliqué la première question, alors je vais peut-être la poser, comme ce sera plus simple. Merci beaucoup déjà de ces propos très très intéressants et qui s'inscrivent dans une perspective un peu particulière par rapport à ce que sont justement ce qu'on a vu, enfin ce qui est à voir en principe dans l'exposition Filmer les procès, puisque ce sont des archives audiovisuelles de la justice. Donc là, on retrouve voilà, la problématique effectivement de ces regards ensemble qui sont complètement éclatés, puisque effectivement le but de ce filmage est bien de se concentrer sur la personne qui parle. Donc là, effectivement, le fait de regarder ensemble n'existe plus. Et pour autant, c'était intéressant ce que vous disiez quand on filme voilà, la justice, et effectivement je pense peut-être plus dans la fiction, où on perd le regard des acteurs de la justice, justement dans l'orientation qu'ils ont. Alors que là, le but voilà, quand on discute avec les personnes qui organisent le filmage de ces procès qui sont enregistrés intégralement, c'est vraiment de respecter ce regard. C'est-à-dire que donc vous avez le président qui pose une question à un témoin, donc on va alterner le président qui pose sa question et après on va se tourner vers le témoin. À aucun moment, vous ne pourrez arriver à obtenir le fait que, par exemple, la caméra va aller voir ce qui se passe du côté du procureur général ou d'autres acteurs, parce que justement, ça rompt ce regard, on n'est plus dans l'axe. Donc je me demande, moi, dans quelle mesure, justement, ces archives audiovisuelles de la justice, rompent le regard en effet, mais le regard circulaire, on va dire plutôt du public, mais finalement respecteraient pas le regard de la justice vers la personne, par exemple, qui sont en train d'interroger, que ce soit le témoin ou les accusés, où là, on est vraiment dans cet axe du regard. C'est possible, hein. Dans certains, je pense un procès aux Assises du Nord il y a 20 ans qui avait été tourné par Rémi Lenné, si mes souvenirs sont bons, qui était d'ailleurs assez bien fait parce qu'il arrivait à avoir une image de la cour d'assises dans son ensemble. Et c'est assez rare, hein, c'est assez rare, et je trouvais que c'était très bien, son travail était très intéressant, parce qu'on avait une ambiance de la cour d'assises, et c'était peut-être plus, ça rendait mieux pour le spectateur
ça reflétait mieux l'ambiance du procès que de voir quelqu'un qui parle. Parce que quelqu'un qu'on voit de près, dans notre siècle, il y a souvent dans les passages qui sont repris ensuite, c'est l'émotion. Donc c'est l'émotion et la taille à l'écran fait que l'identification est beaucoup plus facile pour le solliciter par du spectateur, du regardeur, et du coup ça emmène dans une sorte de, comment dirais-je, oui, d'interaction psychique, peut-être narcissique, entre la personne qui parle et moi. Et on perd cette dimension du procès. J'étais en train de réfléchir à la fonction de l'image. On est en train de parler de l'image et j'étais en train de la placer dans une temporalité. L'image, on est quand même dans le filmage de quelque chose, donc il y a des choses qui se passent à un instant T. Le film, c'est quelque chose qui va reprendre quelque chose qui s'est passé à un instant T, qui sera repris à un instant T plus 1 ou T plus 5, ou peu importe. Donc on est après. Cette fonction de l'image, elle n'a pas d'impact direct dans la décision ou dans ce qu'il se passe. Cette image, elle va servir, elle aura une fonction éducative, elle aura une fonction au niveau de la formation des juges, éventuellement des jurés, des jurys, elle va servir à la presse, elle va servir à des chercheurs, à des historiens, mais elle n'a pas d'impact direct. Alors, moi, ce qui me trouble, c'est tout ce qui tourne autour de, comment dirais-je, de l'enjeu de filmer un procès. Si on le filme en streaming, si on le filme en live, c'est-à-dire que pendant le déroulement de l'image, du procès, on a l'image qui est à la portée de n'importe qui sur son smartphone, son ordinateur, etc. À ce moment-là, effectivement, il y a une discussion qui peut s'engager. Mais à partir du moment où il y a toutes les protections, en particulier l'impossibilité de reprendre des documents s'il n'y a pas un délai qui s'est écoulé, si on n'a pas respecté un certain nombre de règles, l'enjeu de l'image, là, est un enjeu qui est très limité. Donc on est en train de faire tout un débat sur quelque chose qui ne me paraît pas nécessiter tout ce remous, tous ces échanges qu'on peut avoir au sujet de l'image. Moi, je pense qu'elle a une fonction essentielle. C'est une fonction historique. Bon, le procès de Nuremberg, procès Papon, etc. Une fonction historique, une fonction de formation. Qu'on mette ça à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, pour former les juges, ça peut être effectivement un outil de formation, ça peut être un outil historique, un outil de chercheurs qui veulent essayer de prouver quelque chose ou argumenter un point de vue, mais je ne vois pas d'autres dangers à travers l'image aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, sauf que vous avez parfaitement raison, jusqu'aux idées de notre actuel garde des Sceaux qui a décidé de dire on va filmer les procès pour que les Français connaissent mieux leur justice. On va filmer beaucoup de procès et on va les diffuser, pas en live direct, pas en streaming, mais très rapidement. Et on va mettre un dispositif pour... c'est une déclaration qu'il a faite au mois de septembre dernier, il y a 1 an. Alors ça change tout. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas hostile, mais ça pose un problème. Ça pose un problème parce que toujours, il y a le problème de la captation, on en a parlé, mais il y a le problème de la diffusion. C'est-à-dire que si ces images peuvent circuler, à ce moment-là, on ne contrôle plus du tout l'usage qui en sera fait. Ça peut faire devenir un usage de reality show, et bon, pour les gens qui connaissent la justice dans cette salle, souvent c'est un spectacle triste, mais c'est parfois très spectaculaire, ce qu'on voit dans la justice, quoi, très, comment dirais-je, ça suscite une identification très, très rapide. Et ça peut banaliser, et ça peut produire un contre-effet qui est dénoncé d'ailleurs, qui est dénoncé par un certain nombre comment dirais-je, qui sont dénoncés parce que on vit aujourd'hui dans un monde d'images, d'écrans. Il y a des écrans partout dans le métro, dans nos poches, et on est baigné dans l'image, et dans des images qui ont une fonction tout à fait particulière, qui est une fonction essentiellement commerciale, d'attraction pour attirer l'attention et rentabiliser cette attention. Et donc, bon, et là on est passé, on n'est plus du tout dans l'impact que vous dites éducatif, on est dans un produit commercial. Et c'est un véritable changement. Et donc, cette idée de notre garde des Sceaux, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs, hein, mériterait d'être entourée de garanties, des conditions de captation et des conditions de diffusion.
Et je pense, moi, personnellement, que ça va être réservé à une chaîne parlementaire avec des images non reproductibles. Bon. T plus combien? On est l'instant T, c'est le procès. On diffuse un instant T, plus 5, plus 6, plus 10, plus 20. Oui, et, alors il y a ça, et puis il y a le nombre, hein, les nombres de procès filmés, je crois qu'on en est à 14, hein, ou par là. Là, si il y a je ne sais pas combien de milliers d'audiences il y a par jour en France, qui sont potentiellement filmables. Alors si on retire les questions de droit à l'image, mais pour filmer un divorce, on peut, etc. Et ça va finir par devenir une sorte de déluge, quoi, sur cette image, ces métaphores liquides, on sera assailli par des images de la justice, qui finiront peut-être par banaliser ou spectaculariser ces images. Je pense que sa démarche, c'est qu'il veut prouver que la justice en France fonctionne bien et montrer aux citoyens qu'elle fonctionne bien, sachant que lui n'en est pas vraiment convaincu. Mais bon. Oui, mais je pense que les juges n'ont rien à craindre à être filmés. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Oui, bonsoir Monsieur Garapron. Vous avez évoqué, je pense, un reportage fait par Carlin et Lenné au début des années 90 qui s'appelle Justice en France. Exactement. Il y avait qui est passé sur Feu, la 5e. Oui. Il y avait 2 épisodes de 1h30 chacun. L'un c'était l'instruction, le deuxième c'était le procès. Je parle de ça parce que je suis enseignant en histoire géo-éducation civique dans un collège et j'ai eu la chance à l'époque d'enregistrer ce documentaire que je diffuse dans son intégralité à mes élèves avec un questionnaire et ils sont absolument passionnés et ça leur fait découvrir la difficulté de rendre la justice. Et d'année en année, je le repasse et ça a toujours autant d'effet. Maintenant, je voudrais vous poser une question. N'y a-t-il pas un danger de filmer face à la nécessité de l'oubli, qui est quand même fondamental dans l'acte de rendre la justice? Quel regard continuerions-nous à avoir sur Patrick Dils, qui a été innocenté après avoir passé la moitié de sa vie en justice, si son procès avait été filmé à l'époque? Merci. Ah bah, c'est une excellente question. Et là, je crois qu'il y a... C'est pour ça que le droit à l'oubli, c'est pour ça que je dis que les images de justice devraient être détenues par un seul propriétaire public qui aurait la possibilité de les détruire. Et qu'à partir du moment où on rentre dans le numérique, on ne maîtrise plus rien. Parce que c'est un fichier qui peut être... Non, vous ne pensez pas que vous pensez qu'on peut maîtriser les fichiers numériques? Alors, peut-être deux points. D'abord, sur l'aspect de destruction. Oui, effectivement, il y a un droit à l'oubli, mais qui ne doit pas non plus entrer en contradiction avec le besoin de conservation des archives. Donc, ils sont deux aspects un peu différents. Les intérêts particuliers en fait, des citoyens étant justement encadrés dans le cadre d'archives par tout un arsenal législatif assez fourni qui garantit notamment que voilà, tout ce qui concerne un individu n'est pas jeté comme ça, bien sûr en pâture, par voie de presse ou d'autres moyens. Alors, en ce qui concerne sinon l'aspect des fichiers numériques, en fait, ce sont des documents qui se pérennisent, on va dire, comme d'autres documents, même quand ils sont papier. C'est des technologies ou des moyens qui sont mis en œuvre qui sont différents, mais qui les rendent pas... alors c'est un peu particulier comme mise en œuvre, mais... Pourquoi est-ce qu'il y a ces campagnes de sensibilisation sur le fait qu'il ne faut pas photographier ses enfants et mettre ça sur son portable? Parce que, précisément, il y a beaucoup d'histoires fameuses que vous connaissez comme moi, où on met ses enfants, on fait une photo de famille avec ses enfants, et les retrouve dans une pub d'extrême droite 15 jours après. Les mêmes enfants, les mêmes photos, c'est bien eux, mais c'est pour défendre des idées qu'on réprouve absolument. Et c'est absolument immaîtrisable. Donc là, je vous suis jusqu'au moment, quand vous dites on maîtrise le numérique, c'est comme le matériel photographié. Ben non, pas du tout, justement. Pas du tout, parce que le propre du numérique, c'est qu'on peut
Voilà, c'est fichier, le numérique, c'est un combinatoire de signes mathématiques. On peut le combiner absolument à loisir et de manière infinie, tant qu'on a les logiciels, les mêmes logiciels. Disons que l'image numérique, elle remplit peut-être de besoins, mais qui sont antagonistes, c'est-à-dire un besoin dont c'est saisi ou qui est né avec effectivement les réseaux sociaux, d'afficher, de représentativité de sa propre vie, et un besoin très fort de protection de son image. Donc quand effectivement il y a tout un problème d'éducation à l'image peut-être qui est assez fort, qui fait que en effet, si on publie quelque chose, on se dessaisit de ces images. Et dans ce cas-là, voilà, il y a tout un régime de protection, dont il faut... mais c'est un régime qui, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est un régime qui ne peut pas s'appliquer au numérique. C'est le paradoxe aujourd'hui. On a des législations de plus en plus sophistiquées qui sont inapplicables parce que ceux qui détiennent ces images ne les respectent pas, se trouvent quelque part dans le monde et on est dans un état d'une jungle absolue. Et donc voilà, donc si vous voulez, c'est parce coexiste un monde spatialisé, civilisé, j'allais dire, par des lois qui ont un ancrage territorial, et puis il y a des images numériques qui échappent à toute juridiction. Donc malheureusement, c'est notre condition aujourd'hui. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, on est dans cette situation-là. Mais il y a une affaire célèbre, l'affaire Global 24, d'une compagnie qui était basée en Roumanie, qui consistait à capter des images de procès, à recontacter les parties pour les faire chanter. Elle disait, voilà, vous avez eu un procès de pension alimentaire avec votre ex devant le tribunal de Sacramento, vous avez déménagé à Londres, voilà, vous voulez que je les monte, je les mets sur mon site, sans ça, il faut payer, etc. Ça, c'est une Global 24, regardez sur Internet, vous verrez... Donc c'est très triste, mais c'est comme ça. Non, mais ce que vous avez dit, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des images effectivement qui peuvent parcourir le monde et qui ne sont pas couvertes par les mêmes, la façon de mettre à disposition les images sont différentes en fait d'un territoire à un autre. C'est toute la problématique de ces réseaux très puissants qui sont américains, qui sont effectivement pas en but, qui sont en contradiction avec notre propre législation. Mais c'est vrai que le problème est très important et il est difficile à maîtriser. Si on reste sur le territoire français, il y a un certain nombre d'institutions, comme la nôtre, comme d'autres institutions qui produisent qui mettent à disposition beaucoup d'images, comme la Bibliothèque nationale de France ou l'INA, qui tentent aussi d'avoir une approche raisonnable. Là où c'est compliqué, c'est que on est effectivement dans une territorialité qui fait que si on met ces images sur Facebook, on n'est plus dans le droit français. Donc voilà. Facebook a supprimé pour faire plier le gouvernement australien l'accès au réseau Facebook ce printemps, et le gouvernement australien a découvert que leur service de sécurité, l'organisme anti-Covid, les pompiers, etc., ils étaient tous sur Facebook. Et que cette décision unilatérale de Mark Zuckerberg a fait que pendant 2 ou 3 jours, l'Australie n'avait plus moyen d'assurer les secours, ni d'assurer ses campagnes de dépistage. Donc voilà, si vous voulez, à partir du moment où on a tous un portable dans la poche, dès que vous ouvrez votre portable, vous n'êtes plus dans le territoire français. Vous êtes ailleurs, dans une autre dimension. Vous parliez de propagande tout à l'heure. Alors hier, j'ai fait visiter l'exposition et en fait, parmi les personnes qui étaient là, il y avait une dame brésilienne qui a parlé du procès de Lula et qui avait été transmis en direct à la télévision, qui avait été, c'était une volonté du gouvernement de Bolsonaro.
et qui disait que ça avait fait énormément de dégâts politiques au sein de la population. Alors c'était sous prétexte de transparence, puisque le procès a été retransmis apparemment en intégralité. Alors je ne connais pas du tout les conditions ni ce qui a été fait, mais en tout cas elle était absolument contre le fait qu'on puisse diffuser des procès. Voilà. Oui, ça ne me surprend pas du tout parce que aujourd'hui on est dans, il y a un mot anglais pour ça, ils disent weaponization. On transforme tout en une arme. Et l'image devient une arme privilégiée. On le voit, on le sait pour les réseaux sociaux, pour les relations entre adolescents, les relations entre adolescents. Le nombre d'affaires sordides, de chantage, ou parfois qui vont jusqu'au suicide, uniquement par pression des images qu'on détient sur quelqu'un d'autre. Donc, l'image peut devenir, et ce ne sont plus des images d'ailleurs, c'est du visuel, hein, mais l'image, c'est pas ça, mais ça devient un enfer et devient une source d'une violence considérable entre les jeunes. C'est vrai du procès politique, c'est vrai de beaucoup d'autres choses. Juste pour remercier Antoine Garapon pour cette question surtout du regard, je pense, qui nous a apporté beaucoup. Et je pense qu'il n'a pas eu le temps de le développer, mais on pourrait aussi revenir sur une chose sur laquelle tu as travaillé, qui est justement l'organisation de la scénographie d'une salle de tribunal. Parce que si on raisonne en termes de filmage, le réalisateur, il doit tenir compte de cette scénographie existante, de la surélévation des juges, de la place qu'occupent les procureurs, les accusés, etc. Donc il est contraint par cette scénographie qu'il essaye de rendre justement le plus dynamique possible. Et juste pour ajouter une chose à ce que tu as dit, je crois justement que ce que cherche le réalisateur qui a travaillé sur le premier procès de janvier et celui de novembre, c'est de retrouver des axes justement qui correspondent à des axes de vision du président par rapport aux accusés, de la barre par rapport à l'ensemble de la salle, etc. Et donc je crois que la difficulté réside là, et c'est vraiment le travail que cherche à faire le réalisateur. Et par ailleurs, de jouer aussi avec ces dimensions symboliques que tu as largement rappelées. Et je pense beaucoup à ce que Yannick Enel a écrit sur la barre, ce que ça a représenté pour lui, cette barre qui est juste un morceau de bois dans un espace, mais qui devient tout à coup quelque chose une protection quand on s'y adosse face au juge, et en même temps la symbolisation justement de la différence entre ce qu'on pourrait appeler l'espace sacralisé du processus judiciaire par rapport à l'espace laïque et public de l'audience. Donc, je crois que cette idée du regard va nous inspirer certainement dans la poursuite de notre séminaire. Merci.